Non, du coup, la 5G, donc c'est vraiment un vecteur qui en fait n'est pas isolé, donc c'est quelque chose qui permet finalement à beaucoup de nouvelles technologies d'émerger, donc multiplier les terminaux, multiplier les usages. Je vais me tourner vers vous, Ophélie Coelho. Vous êtes chercheuse indépendante, vous êtes spécialiste des enjeux de la géopolitique du numérique et membre du conseil scientifique à l'Institut Rousseau. Donc aujourd'hui, on a beaucoup entendu finalement qu'on dépend énormément de l'extérieur, que ce soit pour l'accès aux matériaux, que ce soit aussi pour les technologies elles-mêmes. Donc concrètement, en Europe aujourd'hui, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que on a besoin de plus de souveraineté numérique. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, souveraineté numérique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Quels sont un peu les enjeux géopolitiques du numérique pour l'Europe? Alors déjà, je vais un petit peu casser le terme de souveraineté d'une certaine manière. C'est-à-dire que parfois, il n'est pas tout à fait adapté. Dans l'écosystème numérique, on sait qu'on est très interdépendant. On peut prendre plein d'exemples différents. De la conception des logiciels, où on va avoir énormément de briques techniques différentes qui sont interdépendants. Vous avez, dans la grande majorité des produits numériques aujourd'hui, vous allez avoir des briques de logiciels propriétaires ou non propriétaires ou de logiciels libres. Et tout ça, en fait, vit ensemble. C'est vraiment un produit numérique va être un écosystème numérique à lui seul, en fait. C'est ce qui fait d'ailleurs la force d'AWS, d'Amazon Web Services, qui détient quand même 30% de part de marché mondial, et c'est 30% aussi, on est vraiment dans cette moyenne-là en Europe, on a une dépendance de 30%, on pourrait dire, à Amazon Web Services, et qui en fait inclut dans le code informatique, plutôt dans nos produits, en fait, des briques de son produit. Donc le jour où en fait Amazon Web Services décide de couper, pourquoi pas, ses services en Europe, ça va impacter réellement le fonctionnement des sites internet, de certains sites e-commerce, de certaines plateformes, etc. Donc il y a une interdépendance logicielle, il y a une interdépendance des réseaux, évidemment. Et là-dessus aussi, il y a des nouveautés. Quand on parle des réseaux, tout à l'heure, M. Pitron parlait des câbles, des réseaux terrestres, certes, des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, donc 98-99% du trafic Internet aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au départ, ce sont des câbles qui appartiennent à des grandes entreprises de télécommunications. Mais depuis quelques années, les choses sont en train de complètement changer. Les choses sont complètement bouleversées de ce côté-là. Et on se retrouve en fait avec des big tech américaines majoritairement, mais également chinoises, qui payent en fait, qui fabriquent ces câbles, enfin qui payent pour qu'on les fabrique, parce que évidemment c'est pas eux qui les fabriquent, ils ont au moins cette dépendance-là en termes de fabrication, ils ont évidemment la dépendance des métaux également, mais ils ont les capacités de financer des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres de câbles sous-marins, d'en gérer aussi la sécurité, etc. C'est quand même des financements que ne peuvent plus assumer aujourd'hui ni les États, ni les entreprises de télécommunications. Du coup, les entreprises de télécommunications, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent juste des gestionnaires de stations d'atterrissement. Donc, en fait, on devient dépendant, du coup, de Google ou de Facebook, par exemple, pour les câbles sous-marins qui traversent de l'État de Virginie à la France, par exemple. La France étant un très grand hub de câbles, puisque à la fois, par notre configuration géographique, on a accès à l'océan Atlantique, où on a depuis l'année dernière 2 câbles branchés à Dunant. Alors on n'a pas que 2 câbles, mais des nouveaux câbles, les nouveaux câbles créés par les GAFAM, Dunant au nord et Amitié au sud par Facebook et Microsoft. Et à Marseille, vous avez Huawei et Hengtong, donc Big Tech chinoise, qui sont venus se câbler en fait via la Méditerranée. Donc en fait, la France, par exemple, a un positionnement très stratégique pour la territorialisation des GAFAM. Donc il y a cette partie des câbles. Donc la dépendance va au-delà du logiciel, bien sûr. Elle va au niveau des réseaux. Elle va également sur les data centers. On en parle, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, il y a une véritable stratégie de territorialisation des serveurs, où les GAFAM ou des entreprises partenaires des GAFAM comme Equinix, qui proposent des services de cloud on-ramp, en gros des plateformes d'ouverture, de vente en quelque sorte des produits des GAFAM, vous avez une territorialisation de ces infrastructures-là qui vont avoir un impact concret sur les territoires. Pour quelles raisons? Parce qu'ils coûtent, parce qu'ils sont très énergivores et qu'ils demandent énormément aussi de consommation en eau. Et comme on va avoir de plus en plus de données dans les prochaines années, on voit bien que cette consommation-là, si elle paraît minime par rapport à la production des terminaux, en réalité, elle va augmenter dans les prochaines années. Et il faut voir ça au niveau mondial, puisqu'ils sont en train de faire la même chose sur le continent africain. Regardez les projets de câbles sous-marins, Tout Africa par exemple de Facebook, Peace
de la part de Hengtong Huawei, encore une fois, et également du câble sous-marin Google, qui lui est le seul propriétaire de ces câbles en général. C'est-à-dire que Google s'est dit, ok, j'ai pas de constellation satellitaire, ça c'est Amazon, mais moi je vais avoir les câbles sous-marins. Donc en fait, il y a une configuration qui est en train de se faire. Ça va très très vite, puisqu'en quelques années, Google a acquis 15, alors il y a des projets jusqu'à 20 câbles, hein, ils sont en cours de construction, qui appartiendront donc partiellement ou totalement à Google, 15 pour Facebook, Microsoft 5, etc. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin que le logiciel. Donc cette dépendance, je pense qu'en fait, en Europe, on n'en a pas encore pris totalement conscience. Même si on sait qu'on est dépendant pour nos usages quotidiens, on ne connaît pas réellement notre dépendance aux infrastructures et l'implication que ça va avoir systématiquement derrière, en fait. Pourquoi ? Parce que du coup, en étant extrêmement dépendant de ces acteurs-là, qui dépendent d'États très forts, qui ont des logiques protectionnistes et des vraies politiques industrielles, en étant dépendant en fait de ces acteurs-là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le droit du numérique. Or, le droit du numérique, on voit bien à quel point en Europe, certes il est précieux, mais à quel point en fait il est très fragile aussi. Pour quelles raisons, par exemple, le droit du numérique européen cible autant les utilisateurs et la responsabilité individuelle ? Parce qu'en fait c'est le plus facile à faire. C'est beaucoup plus facile d'attaquer l'utilisateur, de contraindre l'utilisateur, de tenter de le contraindre, plutôt que d'essayer de changer le cycle de fabrication et de conception. C'est pas qu'ils n'y ont pas pensé, évidemment qu'ils savent qu'il faudrait changer le cycle de production industrielle, mais comment voulez-vous le faire quand vous n'avez pas d'acteurs industriels dominants sur le marché ? Quand en fait, tous les objets que vous utilisez, enfin, la grande majorité des objets que vous utilisez, sont produits par des acteurs sur lesquels vous avez peu de portée. Et c'est là en fait où la maîtrise des technologies devient essentielle. C'est-à-dire ne pas être simplement consommateur et client des technologies, ne pas investir de l'argent public ou privé dans des technologies qui ne vous appartiennent pas, même sous prétexte que vous ayez les données. Ce n'est pas la question d'avoir en fait la propriété des données. Le problème, c'est la propriété de la technologie. Si vous n'êtes pas propriétaire de la technologie, vous ne pouvez pas prétendre à influencer le cycle de production industrielle, le cycle de fabrication. Voilà, je m'arrête pour le moment, on y reviendra.